3. Miss Marple passe à l'action. Miss Marple relut 3 fois cette lettre, puis la posa de côté avec un léger froncement de sourcils, réfléchissant à son contenu et à ce qu'il impliquait. La première pensée qui lui vint à l'esprit fut qu'on la laissait avec un surprenant manque d'informations précises. D'autres renseignements lui parviendraient-ils par le biais de M. Brodribb ? Elle était presque certaine que non. Cela n'aurait pas cadré avec le plan de M. Raffil. Pourtant, comment diable celui-ci voulait-il qu'elle entreprenne la moindre action dans une affaire dont elle ne savait rien ? C'était mystérieux. Après quelques minutes de réflexion supplémentaire, elle en vint à la conclusion que M. Raffil avait voulu ce mystère. Elle pensa de nouveau à lui, à la brève période où elle l'avait connu. Son invalidité, son mauvais caractère, ses traits de haute intelligence et, à l'occasion, d'humour. Il aimait bien, songea-t-elle, faire enrager les gens. Il avait dû prendre plaisir, cette lettre en était la preuve presque certaine, à déjouer la curiosité naturelle de M. Brodribb. Rien dans ce texte écrit pour elle ne fournissait la moindre indication sur l'affaire dont il s'agissait. Il ne lui était d'aucun secours. M. Raffil, elle en était persuadée, avait manifestement fait exprès qu'il en soit ainsi. Il avait eu, comment dire, d'autres idées en tête. Cela étant, elle ne pouvait pas se lancer à l'aventure sans rien savoir. C'était un peu comme faire des mots croisés sans définition. Il lui en faudrait pourtant des définitions. Il faudrait qu'elle sache ce qu'elle était censée faire, où elle était censée aller si elle devait résoudre un problème dans son fauteuil en laissant son tricot de côté pour mieux se concentrer, ou si M. Raffil avait eu l'intention de lui faire prendre l'avion ou le bateau pour les Antilles, l'Amérique du Sud, ou quelque autre endroit spécialement désigné. Soit elle aurait à découvrir par elle-même ce qu'elle était censée faire, soit elle recevrait des instructions précises. Lui prêtait-il suffisamment d'ingéniosité pour deviner, poser des questions et trouver de cette manière ? Non, elle ne pouvait quand même pas croire cela. Ou alors si c'est le cas, pensa-t-elle tout haut, il est complètement gaga. Il l'était avant sa mort, je veux dire. Mais elle ne croyait pas au gâtisme de M. Raffil. « Je vais recevoir des indications, déduisit-elle. Mais quand ? C'est alors qu'elle découvrit soudain que, sans s'en apercevoir, elle avait de fait déjà accepté le contrat. Sa voix s'éleva de nouveau, s'adressant au ciel. « Je crois en la vie éternelle, dit Miss Marple. Je ne sais pas exactement où vous êtes, monsieur Raffil, mais je sais que vous êtes quelque part. Je ferai de mon mieux pour exaucer votre souhait. » 3 jours plus tard, Miss Marple écrivit à M. Brodribb une lettre concise et précise. « Cher maître, suite à notre entrevue et après mûre réflexion, je tiens à vous informer que j'ai décidé d'accepter l'offre de feu M. Raffil. Je ferai de mon mieux pour exaucer ses désirs, bien que je ne sois pas loin de là assuré de réussir. Je ne vois d'ailleurs guère comment je le pourrais. Je n'ai reçu aucune instruction directe dans cette lettre et n'ai été briefé, je crois que c'est le mot, d'aucune façon. Si vous avez en votre possession d'autres renseignements de nature à me fournir des indications précises, je vous serais très reconnaissante de me les faire parvenir, mais j'imagine que vous l'auriez déjà fait si tel était le cas. Je présume que M. Raffil était sain d'esprit au moment de son décès. Je pense être fondé à vous demander s'il se serait récemment senti concerné par une affaire criminelle, tant au niveau de ses relations professionnelles que personnelles. Vous a-t-il jamais exprimé de la colère ou du dépit devant un déni de justice flagrant qui l'aurait particulièrement touché ? Si c'est le cas, je crois pouvoir légitimement vous prier de m'en informer. Quelqu'un parmi ses parents ou ses proches a-t-il récemment subi des torts, été victime d'une forfaiture ou de menées pouvant être considérées comme telles ?
Je suis persuadé que vous comprendrez les raisons qui me poussent à poser ces questions. Monsieur Raffil lui-même, du reste, désirait peut-être que je les pose. Monsieur Brodribb montra cela à Monsieur Schuster, qui se renversa dans son fauteuil avec un petit sifflement. Elle accepte donc. Elle a du ressort, la vieille chouette. À mon avis, elle doit avoir une petite idée de ce dont il s'agit. Apparemment pas, dit Monsieur Brodribb. Dommage que nous non plus, fit Monsieur Schuster. Vieux chameau de Raffil. Ce n'était pas un bonhomme facile. Moi, je n'ai vraiment pas la moindre idée. Et vous ? Aucune, dit Monsieur Brodribb. Il s'est arrangé pour, je suppose. Alors, il a diablement compliqué les choses en faisant cela, parce que je ne vois pas comment une vieille chouette débarquant de sa province pourrait savoir ce qu'un mort avait dans le crâne et interpréter ses caprices. Vous ne pensez pas qu'il l'a mené en bateau ? Qu'il s'est payé sa tête ? Une sorte de blague, quoi. Il a peut-être trouvé qu'elle se prenait un peu trop pour Dieu le Père, à force de résoudre des énigmes de village, et il a voulu lui donner une bonne leçon. Non, fit Monsieur Brodribb, je ne pense pas. Raffil n'était pas ce genre d'homme. C'était un vieux démon roublard, parfois. Sans doute, mais pas là. Je crois qu'il était sérieux sur ce sujet. Quelque chose le travaillait. Oui, quelque chose le travaillait. J'en suis presque certain. Et il ne vous a pas dit de quoi il s'agissait ? Ni donné le moindre indice ? Non. Alors, sacré nom ! Comment peut-il espérer ? Explosa Schuster. Il ne pouvait pas réellement espérer quelque chose de cette démarche, grommela Monsieur Brodribb. Comment voulez-vous qu'elle s'y prenne ? Une mauvaise blague, si vous voulez mon avis. 20 000 livres, c'est cher la blague. Peut-être, mais s'il sait qu'elle ne pourra pas y arriver. Non, il n'aurait pas été aussi malhonnête que ça. Il a dû penser qu'elle avait une chance de réussir ce qu'il y a à réussir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On attend, répondit Monsieur Brodribb. On attend de voir ce qui va se passer maintenant. Parce qu'il va forcément se passer quelque chose. Vous avez quelque part des instructions secrètes sous pli cacheté, n'est-ce pas ? Mon cher Schuster, si Monsieur Raffil m'a choisi comme notaire, c'est qu'il avait implicitement confiance en ma discrétion et mon sens de l'éthique. Ces instructions cachetées ne doivent être ouvertes qu'en des circonstances précises qui ne sont pas, pour l'instant, d'actualité. Et qui ne le seront jamais, commenta M. Schuster. Cela mit un terme à la conversation. M. Brodribb et M. Schuster avaient la chance d'avoir une vie professionnelle bien remplie. Miss Marple n'avait pas cette aubaine. Elle tricotait, réfléchissait, sortait faire des promenades à pied qui lui valaient à l'occasion les remontrances de Chéri. Vous savez ce que le docteur a dit, vous ne devez pas faire trop d'exercice. Je marche tout doucement, dit Miss Marple, et je ne fais rien, comme creuser ou désherber par exemple. Je mets juste un pied devant l'autre, et je réfléchis à des choses. Quelles choses ? Fit Chéri, en dressant l'oreille. J'aimerais le savoir moi-même, répondit Miss Marple, en demandant à Chéri de lui apporter une écharpe supplémentaire, car il faisait un petit vent frisquet. Quelque chose la tarabuste, et je voudrais bien savoir ce que c'est, expliqua Chéri à son mari, en posant devant lui une assiette de riz avec une garniture de rognons. Tiens, on mange chinois ce soir. Le mari eut un hochement de tête approbateur. Tu t'améliores de jour en jour. Je me fais du souci pour elle, dit-elle, du souci de la voir soucieuse. Elle a reçu une lettre, et ça l'a toute remuée. Ce qu'il lui faut, c'est rester bien tranquille dans son fauteuil, répondit le mari de Chéri. Bien tranquille dans son fauteuil, se la couler douce, prendre de nouveaux livres à la bibliothèque, recevoir les visites d'une ou deux amies. Elle mijote quelque chose, une sorte de plan, comme si elle voulait entreprendre Dieu sait quoi.
Voilà l'impression que ça me donne. Elle interrompit là sa conversation, porta le plateau du café à Miss Marple et le posa à côté d'elle. « Connaissez-vous, demanda cette dernière, une dame qui habiterait une nouvelle maison quelque part dans les environs et qui s'appellerait Mrs. Hastings, et une Miss Bartlett, je crois, qui vivrait avec elle. Vous parlez de la maison qui a été toute refaite et repeinte au bout du village. Les personnes n'y sont pas depuis très longtemps, je ne connais pas leur nom. Mais pourquoi cette question? Elles ne sont pas très intéressantes, à mon avis du moins. Elles sont parentes? Non, seulement amies, je crois. Je me demande pourquoi, fit Miss Marple en s'interrompant. Vous demandez pourquoi quoi? Rien. Débarrassez mon petit secrétaire, s'il vous plaît, et donnez-moi mon stylo et du papier. Je vais écrire une lettre. À qui? Demanda Chéri, avec la curiosité naturelle des dames de compagnie. À la sœur d'un clergyman, répondit Miss Marple. Il s'appelle le chanoine Prescott. Celui que vous avez connu aux Antilles, hein? Vous m'avez montré sa photo dans votre album. Oui. Vous n'êtes pas malade au moins pour vouloir écrire à un ecclésiastique. Je me sens tout à fait bien, assura Miss Marple, et j'ai hâte d'entreprendre une certaine tâche. Il est possible que Miss Prescott me soit utile. Chère Miss Prescott, peut-être vous souvenez-vous de moi. Je vous ai rencontré, votre frère et vous, aux Antilles, à Saint-Honoré. J'espère que ce cher chanoine va bien et qu'il n'a pas trop souffert de son asthme pendant les rigueurs de cet hiver. Je vous écris pour savoir si vous pourriez me communiquer l'adresse de Mrs. Walters, Esther Walters, que vous vous rappelez sans doute de notre séjour aux Caraïbes. C'était la secrétaire de M. Raffil. Elle me l'avait donnée, mais je l'ai malheureusement égarée. J'ai besoin de lui écrire pour lui transmettre certains renseignements d'horticulture qu'elle m'avait demandés et que je n'étais pas en mesure de lui fournir à l'époque. J'ai appris indirectement l'autre jour qu'elle s'était remariée, mais je ne suis pas sûr de ma source d'information. Peut-être en savez-vous davantage. J'espère que cela ne vous dérangera pas trop. Avec mon meilleur souvenir pour votre frère et mes amicales pensées pour vous. Jane Marple. Miss Marple se sentit ragaillardie quand elle eut envoyé cette lettre. Au moins, dit-elle, j'ai commencé à faire quelque chose. Non que j'en attende beaucoup, mais on ne sait jamais. Miss Prescott répondit presque par retour du courrier. C'était une femme efficace. Elle envoya une gentille lettre qui contenait l'adresse en question. Je n'ai pas eu de nouvelles directes d'Esther Walters, mais, comme vous, j'ai appris son remariage par une amie. Je crois qu'elle s'appelle maintenant Mrs. Alderson ou Anderson. Elle habite à Winslow Lodge, près d'Alton, dans le Hants. Mon frère vous adresse lui aussi son meilleur souvenir. Il est vraiment dommage que nous habitions si loin les uns des autres, nous au nord de l'Angleterre et vous au sud de Londres. J'espère que nous aurons quand même l'occasion de nous revoir. Amicalement vôtre, John Prescott. Winslow Lodge près d'Alton, répéta Miss Marple en notant l'adresse. Ce n'est pas très loin d'ici en fait, non, vraiment pas. Je ne sais pas quel serait le meilleur moyen. Un taxi de chez Inch peut-être, un peu outrancier comme dépense, mais s'il en résulte quelque chose, ça pourrait légitimement passer en frais d'enquête. Maintenant, dois-je écrire avant ou y aller au petit bonheur? Au petit bonheur, je crois. Pauvre Esther, elle ne doit pas garder de moi un souvenir attendri. Les pensées de Miss Marple déclenchèrent un enchaînement d'idées. Il était fort possible que son intervention aux Caraïbes ait sauvé Esther Walters d'être à son tour, tôt ou tard, assassinée. Telle était en tout cas sa conviction, mais Esther n'en avait probablement pas cru un mot. Une brave fille, articula-t-elle à mi-voix, trop brave, du genre
à se faire embobiner par une canaille. Elle épouserait un assassin à la première occasion. Je suis toujours persuadé de lui avoir sauvé la vie. Sa voix n'était plus qu'un murmure. C'est presque certain, en fait. Seulement, je ne crois pas qu'elle soit de cet avis. Elle ne doit pas me porter dans son cœur, ce qui va me compliquer la tâche pour obtenir d'elle des renseignements. Mais qui ne tente rien n'a rien. Ça vaudra toujours mieux que de rester ici à attendre, attendre, encore et toujours. Et si M. Raphaël avait écrit cette lettre pour se payer sa tête? Sa gentillesse n'était pas toujours son fort, et il savait fouler aux pieds les sentiments des gens. Enfin bref, conclut Miss Marple. Elle jeta un coup d'œil à la pendule et décida de se coucher tôt. Quand on réfléchit juste avant d'aller au lit, il arrive que la nuit porte conseil. J'espère que ce sera le cas. « Vous avez bien dormi ?» demanda Cherry en posant le plateau du thé du petit matin à côté de Miss Marple. « J'ai fait un rêve étrange. Un cauchemar ? » ?»« Non, non, pas ce genre de rêve. Je parlais à quelqu'un. Pas à quelqu'un que je connaissais très bien, je parlais comme ça. Et puis, en y regardant mieux, j'ai vu que ce n'était pas du tout à cette personne que je parlais, mais à une autre, très bizarre. Juste un petit mélange, la rassura Cherry. Ça m'a seulement rappelé quelque chose, poursuivit Miss Marple, ou plutôt quelqu'un que j'ai connu jadis. Commandez-moi un taxi chez Inch, voulez-vous ? Qu'il soit ici à 11h30. Inch faisait partie du passé de Miss Marple. À l'origine propriétaire d'un fiacre, M. Inch était mort, et son fils, alors âgé de 42 ans, lui avait succédé. Il avait transformé l'affaire familiale en garage et fait l'acquisition de deux vieilles voitures. À son décès, le garage avait eu un nouveau propriétaire. C'était devenu ensuite les voitures Pipe, les taxis James, puis les véhicules de location Arthur. Mais les habitants âgés parlaient toujours de Inch. « Vous n'allez pas encore à Londres ?»« Non, je ne vais pas à Londres. Je vais peut-être déjeuner à Haslemere. »« Allons, qu'est-ce que vous mijotez maintenant ?» s'enquit Cherry, le visage soupçonneux. « J'essaye de rencontrer une personne soi-disant par hasard et de faire paraître ça naturel, » répondit Miss Marple. « Ce n'est pas vraiment facile, mais j'espère y arriver. » À 11h30, le taxi attendait devant la porte. Miss Marple donna des instructions à Cherry. « Appelez ce numéro, s'il vous plaît. Demandez si Mrs. Anderson est à la maison. Si c'est elle qui décroche ou si on vous la passe, dites que M. Brodribb veut lui parler, que vous êtes sa secrétaire. Si elle est sortie, demandez à quelle heure elle va rentrer. Et si elle est là et que je l'ai au bout du fil, demandez-lui quel jour de la semaine prochaine elle pourrait rencontrer M. Brodribb à son étude de Londres. Quand elle vous le dira, prenez-en note et raccrochez. Qu'est-ce que vous n'allez pas chercher ? Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui téléphone ? La mémoire est une chose curieuse, dit Miss Marple. On peut se rappeler une voix, même si on ne l'a pas entendue pendant plus d'1 an. Et vous êtes sûr que Mrs. Machin-Truc, chose, n'aura jamais entendu la mienne ? Absolument, fit Miss Marple. C'est pourquoi c'est vous qui téléphonez. Cherry fit ce qui lui était demandé. Mrs. Anderson était sortie faire des courses, lui répondit-on, mais elle serait rentrée pour le déjeuner, et là, tout l'après-midi. Eh bien, voilà qui m'arrange, dit Miss Marple. Inch est arrivé ? Ah oui, bonjour, Edwards, fit-elle au chauffeur actuel des taxis, Arthur, qui se prénommait George. Maintenant, voilà où je voudrais que vous me conduisiez. Ça ne devrait pas prendre plus d'1h30, je pense. Et l'expédition commença.